L'AES constitue, à mon sens, le centre de gravité de cette logique panafricaniste et anti-impérialiste. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Merci à celles et ceux qui ont fortement réagi à notre publication d'hier en rapport avec l'arrestation de Kémy Séba à Paris. Ce fut le 14 de ce mois, soit un peu plus de 48 heures en arrière, voire même 72 heures, d'autant que cette arrestation est survenue aux alentours de 14 heures heure française et plus largement européenne. Et bien évidemment, vous avez été très nombreux à nous avoir fait part de vos opinions. Et comme promis, nous allons prendre juste quelques minutes pour lire quelques-uns de vos opinions. Bien évidemment, vous avez tous souhaité garder l'anonymat. Nous allons respecter cet état de fait. Alors, on va commencer justement avec, un premier ami. Je préfère vous appeler ainsi, d'autant que entre vous et nous, c'est vraiment la famille, c'est la communauté et c'est ce que nous souhaitons. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous pour que notre communauté s'agrandisse. Alors, assez rapidement, on va commencer par le premier qui nous dit tu ne les kiffes pas, mais tu cherches quoi? Tu cherches à aller dans leur pays. Quel faux pas. Voilà, tu ne les kiffes pas, mais tu cherches à aller dans leur pays. Quel faux pas. Je garde encore une fois l'anonymat pour ce qui concerne cet internaute. Et puis un deuxième qui nous dit la France est un pays souverain, elle dégage des passeports diplomatiques tous les ans. Kémy Séba est accusé d'intelligence avec une puissance étrangère, garde à vue prolongée. Et le même internaute qui continue, la France est un pays souverain, je viens de le dire, elle peut dégager un passeport diplomatique et même un ambassadeur. Clarisse Ladivine, voilà, Clarisse Ladivine qui nous dit c'est pas normal ce qui arrive à Kémy Séba. Je pense que la France s'enfonce en s'acharnant sur les militants panafricanistes. Il y a également un ami du côté d'Ottawa au Canada qui nous dit pourquoi l'Afrique reste si silencieuse. Si ceci était arrivé à un citoyen français ou européen, on aurait certainement entendu des bruits ça et là, à commencer par les médias jusqu'au cercle politique. Et pourtant, en Afrique, c'est silence radio. Voilà, j'ai tenu justement à lire quelques-unes de vos réactions finalement. Vous continuez à nous écrire et à nous livrer vos opinions sur cette arrestation de Kémy Séba qui, je le rappelle, est intervenue à Paris le 14 octobre, c'est-à-dire un peu plus de 72 heures maintenant. Alors, cette arrestation, on va encore en parler, d'autant que c'est vraiment la raison pour laquelle nous nous mettons là devant vous, pour ceux qui sont habitués, qui sont abonnés notamment sur notre page, vous le savez, et bien sur notre chaîne, autant pour moi, vous le savez, nous n'avons pas cette habitude-là de produire du contenu plusieurs fois par semaine. Nous faisons à la limite une seule fois par semaine, le temps de faire du recoupage, de voir un tout petit peu les informations qui sont susceptibles de vous intéresser, voire d'intéresser le plus grand nombre et qui font soit l'actualité ou qui ne le font pas suffisamment. Sauf que cette actualité-là, elle est brûlante, elle engage à la fois l'Afrique dans cette dynamique qu'elle a choisie et qu'incarne Kémy Séba et bien d'autres, mais également la France et surtout les rapports entre la France et cette autre partie de l'Afrique dite francophone pour les années à venir. Kémy Séba, vous le savez, a été arrêté donc aux alentours de 14 heures. Ce fut le lundi 14 octobre dernier. Il était en compagnie d'un de ses proches pendant qu'il dînait dans un restaurant parisien. Il a été interpellé d'abord par des éléments de la police, puis incarcéré.
En tous les cas, on parle de garde à vue, voire même d'incarcération. On va vous dire ce qu'il en est concrètement. Et puis, bien évidemment aussi, on sait que Kémy Séba venait justement de l'Espagne où il avait séjourné. Eh bien, Stélio Gilles Robert Capocicci, c'est son vrai nom, a été, je l'ai dit tantôt, arrêté le 14 octobre par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI française. Alors, ce qui est intéressant, voici les chefs d'accusation qui pèsent sur Kémy Séba. On parle d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression et d'hostilité de la France et d'atteinte aux droits fondamentaux, donc toujours de la France. Kémy Séba encourt, tenez-vous bien, 30 ans de prison pour atteinte aux droits fondamentaux de la France en lien avec des puissances étrangères. Eh bien, ce sont des accusations d'ailleurs que rejette catégoriquement son avocat, ça on peut le comprendre, et qui affirme qu'il s'agit d'une vengeance destinée à faire taire son client. Il est pitoyable, renchérit-il, que la France fasse reposer sur la seule personne de Kémy Séba, eh bien, ces échecs géopolitiques, c'est son avocat, que vous connaissez certainement, Juan Branco, qui d'ailleurs a défendu Ousmane Sonko, le Sénégalais, et Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, lors de leurs embrouilles avec Macky Sall, eh bien, dont, on va dire, la fièvre électorale qui a précédé leur accession au pouvoir. En tous les cas, l'organisation de Kémy Séba, Urgence panafricaniste, a publié un communiqué expliquant d'ailleurs les raisons de sa présence à Paris. Alors, ces raisons-là sont qu'il y était notamment pour rencontrer des opposants béninois, lui-même étant d'origine béninoise, même s'il est né par ailleurs sur le territoire français, et qu'on le sait, le droit du sol est de mise en France, et par conséquent, être né sur le territoire français donne quelque part droit à la nationalité française. Et donc, Kémy Séba, il n'y a aucun doute là-dessus, est français. Et il était donc, au-delà de cette rencontre qu'il avait envisagé effectuer avec notamment j'allais dire, avec des opposants béninois, donc des opposants au régime du président Patrice Talon, réfugiés notamment à Paris, eh bien, il y était également pour, dit-on, rendre visite à un proche malade. Voilà. Et c'est dans tout cela que finalement, il a été interpellé. Je rappelle qu'il revenait d'Espagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être un peu l'onasme, mais en tous les cas, ce qui est décevant dans cette affaire, c'est qu'évidemment, lorsqu'on jette un œil sur les chefs d'accusation qui lui vaudraient 30 années de prison, ça pose réellement des questions. Et je suis tout à fait d'accord avec cet internaute-là du Canada qui nous dit que si Kémy Séba avait été français au sens de la couleur de peau, et qu'il militait en faveur des intérêts de la France, et que justement il avait été interpellé en Afrique ou ailleurs, y compris même en Russie, en Chine, etc., c'est vrai que les médias français, européens, voire occidentaux de façon générale, auraient été vent debout contre cette interpellation, voire cette arrestation. Et puis, et bien évidemment, on aurait demandé sa libération sans condition. Les acteurs politiques seraient montés au créneau et même l'affaire aurait pris des proportions diplomatiques sans pareil. Mais là, il s'agit de Kémy Séba, il s'agit d'un Africain, il s'agit d'un Noir, qui plus est, quelqu'un dont le discours eh bien, est profondément panafricain, et un discours qui prône, entre autres,
la rupture du nombrilisme avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et pour ce faire, on parle eh bien, de menaces d'intérêt de la France. On est d'autant plus surpris que, peu importe, hein, on peut l'aimer comme ne pas l'aimer, mais là n'est pas la question. Concrètement, est-ce que quelque part, les Africains ne sont pas eux-mêmes responsables de leur propre malheur? Lorsque un Africain peut être arrêté, quand bien même il serait conseiller politique d'un chef d'État, quand bien même il disposerait d'un passeport diplomatique, quand bien même il militerait en faveur des droits des Africains, eh bien, qu'un Africain soit arrêté de cette façon-là et qu'il y ait un mutisme, mais vraiment total, sur cette question aussi bien de la CEDEAO, la Communauté économique des États ouest-africains, que même de l'instance panafricaine, l'Union africaine, on peut se poser des questions. Est-ce que cette indifférence que les Africains eh bien, marquent lorsque l'un des leurs est dans des difficultés à partir avec le système néocolonial, n'explique pas aussi quelque part le fait que les Africains soient riches sur papier, mais pauvres dans la vraie vie, dans la réalité. Autrement dit, est-ce que cet individualisme, cet égoïsme, cette méchanceté qui veut que lorsqu'un problème touche un Africain, ça n'engage que l'Africain et au mieux ses proches, et que finalement le continent africain ne se sente pas concerné, à la différence de la sociologie occidentale qui veut que lorsqu'un problème touche un occidental, eh bien, c'est le problème de l'Occident collectif. Est-ce que ceci n'explique pas aussi finalement la pauvreté des Africains, la pauvreté du continent? Parce qu'une chose, encore une fois, est d'avoir d'énormes richesses sur le continent africain. On ne va pas faire l'inventaire de toutes ces richesses ici, mais une autre chose est d'avoir à la fois le mental, la psychologie, la prise de conscience, la détermination, la volonté de faire en sorte eh bien, que l'Afrique ne soit pas une sorte de, on va dire, de conglomérats satellites de plusieurs puissances extérieures, mais que l'Afrique soit eh bien, une communauté, un peuple qui parle, qui vit au rythme des intérêts de la communauté. Ce qui arrive à Kémy Séba pourrait arriver à n'importe qui, et là, on est vraiment, ben, je le dis hein, de façon très sincère, on est choqué de ce que les choses se passent comme si de rien n'était. Lorsqu'on jette un œil sur les réseaux sociaux en provenance d'Afrique, on se rend bien compte que dans plusieurs pays, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, mais pas que, eh bien, ce qui fait l'actualité, c'est plutôt ce qu'on appelle de façon prosaïque les buzz, voilà, des histoires de ménage, des histoires, comment dire, de musique, de chansons, patati et patata, et les vrais problèmes concernant l'Afrique ne sont pas évoqués. Et pourtant, le discours de Kémy Séba, encore une fois, devrait être ce discours-là, eh bien, qui rassemble finalement tous les Africains. Il n'est pas question ici de savoir s'il est béninois ou pas, de savoir si on doit l'aimer ou pas. Là n'est pas la question. Tout le combat de Kémy Séba repose sur l'indépendance véritable des Africains. Pour qu'il n'y ait plus d'Africains, eh bien, qui soient en train d'arpenter les rues serpentées des déserts, qui soient en train, eh bien, de fendiller les vagues de la mer pour se rendre dans un hypothétique Eldorado que serait l'Europe ou les États-Unis d'Amérique. Encore une fois, pour devenir, entre guillemets, des esclaves modernes qui, pour faire des petits boulots,
qui, pour être enrôlés dans des cercles mafieux de prostitution ou de dealers de toutes sortes. Et c'est cela le combat de Kémy Séba. Lorsque Kémy Séba parle du franc CFA, il a raison. Il a raison. Encore une fois, que faut-il pour qu'on le comprenne? Lorsque Kémy Séba parle de la souveraineté de l'Afrique, il a raison. Lorsque Kémy Séba a pour référence Thomas Isidore Sankara, mais comment expliquer aux uns aux autres qu'aujourd'hui, si les voltaïques de l'époque qui sont devenus avec Thomas Sankara, les Burkinabés, ce qu'on appelle, les hommes intègres peuvent lever la tête, peuvent prendre leurs responsabilités jusqu'à avoir quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout le courage qu'on lui reconnaît, c'est quand même parce que quelque part, les idées de Sankara ont survécu malgré sa mort physique. Et c'est cela aussi le combat de Kémy Séba. Et c'est d'ailleurs ça aussi le combat de Nathalie Yamb. On voit beaucoup de personnes tirer sur Alain Foucault, qu'on accuserait d'avoir fait plusieurs décennies à Radio France Internationale, d'avoir été proche du système, etc., et qui aujourd'hui change de discours. Mais comme qui dirait, mieux vaut tard que jamais. Est-ce qu'encore une fois, c'est la personne d'Alain Foucault qui est importante, ou alors est-ce que c'est le discours qui prône? Est-ce qu'il n'y a pas là un choix à faire? Il y en a pas mal. On parle par exemple de nos amis d'Afrique Média, par exemple, de Bandakani et d'autres. Leur discours est en faveur de cette Afrique-là, pour ne plus qu'il y ait cette forme d'esclavagisation des Africains qui sont ou qui seraient condamnés à être malheureux chez eux en Afrique et qui, une fois qu'ils sortent de l'Afrique, sont encore une fois condamnés à être malheureux, que ce soit en Occident, que ce soit même en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays dits arabes, etc. Est-ce qu'à un moment donné, les Africains ne doivent pas s'asseoir et se dire trop, c'est trop. Franchement, trop, c'est trop. On a eu par exemple le cas de Nelson Mandela qui a passé 27 années de sa vie en prison. 27 ans de sa vie en prison. Et là, pendant ce temps, le continent était là. Je veux dire, les uns et les autres, malgré, on peut bien le reconnaître, il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait, il y a eu un combat qui a été mené, notamment pour la cessation de l'apartheid, la libération de Mandela, etc. Ça n'a pas empêché à des Africains de vivre comme bon leur semblait. Et pourtant, il a quand même passé 27 ans en prison. On a vu le cas de l'Ivoirien Koudou Laurent Gbagbo, qui, encore une fois, a eu tous les problèmes qu'il a eus lorsqu'il est accédé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ça s'est fait avec l'aide des Africains noirs. C'est extraordinaire. Le chef de la rébellion, c'était quand même Guillaume Soro, ivoirien, noir. Et pourquoi? Pour le compte de l'Occident. Alors évidemment, un tel personnage serait, le personnage voulu, accepté, soutenu par l'impérialisme. On a vu comment est-ce que les rebelles ont été recrutés dans plusieurs pays de la sous-région. On a vu d'où est-ce que venait justement la logistique, où est-ce qu'elle passait pour atteindre les rebelles. Les rebelles ivoiriens avaient comme base arrière le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est ce même Burkina Faso qui est en train de souffrir avec des mercenaires déguisés en djihadistes. Et même le Mali, le Niger. En son temps, le général Tiani était quand même le responsable de la mission onusienne
comment dire, des forces onusiennes en Côte d'Ivoire. Alors, dites-moi, de quel islam parle-t-on pour que des djihadistes partent islamiser des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés? S'agit-il d'un islam qui viendrait de Mars ou de Jupiter? Ou alors d'un islam peut-être nous ne connaissons pas? Et là, tout cela se passe dans l'indifférence des Africains. Des Africains. Aujourd'hui, on est en train de penser à, comment dire, à renouveler les instances de la Commission de l'Union africaine. Il y a des candidatures ça et là pour remplacer le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Mais encore une fois, quel est le bilan? À aucun moment, cette Union africaine n'a dressé le bilan. À aucun moment. D'ailleurs, le siège d'une organisation qui est financée par, comment dire, la Chine, j'ai cru comprendre à hauteur de 150 ou 200 millions de dollars, mais c'est quand même extraordinaire. Et comme qui dirait de façon très lapidaire, la main qui donne, c'est elle qui commande. Et cette Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, qui doit quitter son poste, quel est son bilan finalement? Parce que la RDC est une poudrière, le Tchad, son pays d'origine, est tout sauf une démocratie. Le Cameroun est dans le flou, d'autant que tantôt on annonce la mort de Paul Biya, mais qu'on retarde l'annonce officielle, ou qu'on retarderait l'annonce officielle, parce que dans les coulisses, encore une fois, des Noirs seraient en train de magouiller avec le système impérialiste pour trouver un remplaçant politiquement correct à Paul Biya. C'est extraordinaire. Regardez le cas du Niger, potentiel producteur d'uranium. Sans électricité, après 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, aucune centrale nucléaire. Vous avez, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et j'en passe, des régions où des enfants fréquentent dans des établissements, parfois étant assis à même le sol, dans des classes en paillotte. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas cours. Lorsqu'il y a du vent fort, il n'y a pas cours. Alors, au final, que les Africains se plaignent, j'ai un peu le sentiment, sincèrement, que ce qui nous arrive, nous le méritons. Nous le méritons parce que, quelque part, encore une fois, lorsqu'on regarde l'histoire de la Chine, qui est partie de zéro et qui est aujourd'hui l'une des puissances potentielles à l'échelle de la planète, alors qu'à un moment donné, Mao Tse-tung a dû serrer les vis pour que tous les Chinois réalisent eh bien, que personne ne viendra faire leur bonheur à leur place. Aujourd'hui, le résultat, il est d'abord eh bien, dû à cette volonté de Mao Tse-tung, mais pas que, à la volonté des Chinois dans leur ensemble. La Russie, après la dislocation de l'URSS dans les années 90, la Russie était par terre. Il a fallu que Poutine arrive après la période eh bien, de tous ces présidents qui étaient, entre guillemets, adoubés par l'Occident, parce qu'ils étaient plus des présidents politiquement corrects que des présidents en faveur du peuple russe. Poutine, lorsqu'il est arrivé, il a serré les vis. Les Russes ont travaillé. Alors, qu'on dise qu'il y ait du racisme en Russie, mais peu importe. Est-ce qu'on continuera, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, à pleurnicher, à pleurer sur notre sort, à se dire, ben voilà, les gens ne nous aiment pas parce que nous sommes noirs, ils sont racistes, et patati et patata. Ils sont racistes, d'accord. Et puis la suite, que faites-vous? Alors, les Africains qui sont chrétiens, qui les dimanches aiment bien se parer de leurs plus beaux vêtements
pour aller danser dans les églises devant des pasteurs endiablés, oublie quand même que le christianisme est une religion qui est arrivée dans les mallettes, comme l'expliquait Robert Bourgi pour l'argent qu'il transportait pour les chefs d'État français. Eh bien, c'est comme ça que la Bible est arrivée dans des mallettes en Afrique, justement pour eh bien, cet échange. On nous a donné la Bible qu'on a récupérée, et puis eux, pendant ce temps, ils ont récupéré les richesses. Alors on continue à danser la Bible. Les Africains veulent mourir, partis au paradis, parce qu'ils attendent justement eh bien, le retour de Jésus assis à la droite de Dieu. Jésus qui, au passage, serait né dans l'actuelle Palestine et aurait grandi dans l'actuel Israël. Eh bien, Israël et la Palestine sont en guerre depuis fort longtemps. Israël est l'une des puissances régionales les plus armées. Voilà. Les Israéliens ont compris une chose, ils n'attendent pas Jésus pour se défendre. Ils ont les armes de destruction massive. Et puis, il y a aussi les Africains qui rêvent qu'un autre prophète viendra les sauver, qui s'endettent parfois pour des pèlerinages à la Mecque. Mais en même temps, ce qu'ils oublient, c'est que eh bien, la Mecque où ils vont, malgré cette religion, mais qu'on respecte, soit dit en passant, eh bien, il y a quand même que si aujourd'hui, le monde est sous le joug du dollar, sous la domination du dollar, c'est quand même parce que au début des années 70, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé un accord pour que le dollar américain soit adossé sur le pétrole saoudien, d'où le terme d'ailleurs de pétrodollar. Ils oublient aussi que l'Arabie Saoudite est un pays dont la sécurité est assurée eh bien, par les États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale. Les Saoudiens n'attendent pas que Dieu vienne les défendre. Donc, à un moment donné, on a un peu le sentiment que les Africains ne font pas la part des choses. Une chose est de croire en Dieu, tant mieux, même si par ailleurs, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane, le dire ne serait pas une insulte, sauf si on est de mauvaise foi. Mais eh bien, toutes ces religions et toutes ces personnes qui sont arrivées sur le continent africain sont d'abord venues comme des esclavagistes. Il y a eu l'esclavage arabo-musulman sur le continent africain qui a permis la conversion de nombreux Africains, puis l'esclavage orchestré par les Européens qui par la suite s'est mué en colonisation pour que l'héritage soit la Bible. Mais il ne s'agit pas de ça. Encore une fois, nous sommes sidérés par ce qui arrive, parce que lorsqu'on regarde concrètement ce qui se passe avec Kémy Séba, alors, encore une fois, ils ont déjà commencé à dire que Kémy Séba risque 30 ans de prison. D'accord? Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis que Kémy Séba mène son combat, en tout cas personnellement, vous pouvez m'écrire pour me dire si j'ai tort, hein, c'est la démocratie veut aussi qu'on puisse discuter. Je n'ai jamais vu à aucun moment Kémy Séba appeler à la haine contre les Français en Afrique. Je n'ai jamais entendu Kémy Séba demander aux Africains de s'en prendre physiquement aux Français vivant en Afrique. Je n'ai jamais entendu Kémy Séba demander la destruction des entreprises françaises sur le continent africain. Je n'ai jamais vu de preuve eh bien, de ce que Kémy Séba serait en intelligence avec des groupes terroristes pour combattre les intérêts de la France. Alors, au final, quel est le problème? Est-ce que le fait d'avoir des idées peut nous condamner? Simplement parce qu'on a des idées. Alors, on parle d'idées.
il y a des Françaises et des Français pour qui j'ai un énorme respect. D'ailleurs, comme tout le peuple français. Parce que comme je dis d'habitude, il ne faut pas faire d'amalgame entre le peuple français, qui est comme tous les peuples du monde, et le système. Voilà, tout ce qui est systémique doit rester dans le cadre du système. Il faut le critiquer comme tel. En France même, on l'a vu depuis justement cette guerre entre le bloc occidentalo-otanien et la Russie, que les uns et les autres disent être finalement, qu'on élargit à ce qu'on appelle le Sud global. Eh bien, il y a, des Françaises et des Français. D'ailleurs, vous pouvez retenir leur nom, hein, ça serait intéressant que vous jetiez un œil sur leur chaîne YouTube, qui sont quand même très percutants dans leur analyse et qui sont très critiques contre la politique de leurs autorités vis-à-vis de la Russie en général et du monde, vis-à-vis de la Russie en particulier, du monde de la géopolitique en général. Hein. Alors, je parle d'abord de Caroline Galateros, qui a une chaîne qui s'intitule Paix et Guerre. C'est une dame hautement dynamique. Elle est géopolitologue française, colonel de réserve de l'armée française. Je vous invite à suivre sa chaîne. Hein. C'est une dame qui fait des chroniques super intéressantes qui permettent justement de doser un tout petit peu le narratif entendu ça et là et qui parfois déstabilise un tout petit peu les consciences les plus fragiles. Il y a également Idriss Aberkane, hein, qui est un conférencier, essayiste et polémiste français, lui aussi qui a une chaîne YouTube que vous pouvez voir. Et puis il y a Xavier Moreau d'ailleurs, hein, dont on ne manque pas finalement, dont j'ai envie de dire, certains médias français ne manquent pas de mots pour dépeindre ce qu'on qualifie d'être son statut de personne pro-russe. On dit de lui qu'il est un ancien militaire français. Tenez-vous bien, on parle de Xavier Moreau, hein, il est français, alors je le précise. On dit qu'il serait un propagandiste du Kremlin. Il est connu pour sa diffusion de la désinformation sur la guerre russo-ukrainienne, notamment au cours de l'invasion russe de l'Ukraine et son soutien à la politique du président russe Vladimir Poutine. Bon, je m'arrête là, la liste est longue. Je peux parler également d'Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE française, le service secret français, qui lui aussi a une chaîne YouTube qui est assez extraordinaire. Bref, il y a comme ça des Françaises et des Français qui ont quand même un son de cloche totalement différent de celui qu'on peut entendre sur les médias mainstream. Alors la question c'est, si on arrête Kébi Séba, est-ce qu'il faut arrêter aussi ces Françaises et ces Français qui, de par leur analyse totalement opposée à celui des médias mainstream et donc à celui du système français, seraient aussi, dans une certaine mesure, contre les intérêts de la France? Si oui, pourquoi ne les a-t-on pas déjà arrêtés? Sinon, pourquoi nous ne connaissons pas réellement les motifs de l'arrestation de Kémi Séba? On ne les connaît pas. J'espère qu'on les connaîtra et j'espère que l'Afrique réagira. Je l'espère vivement. Salut!